La Ligue en question avec Gaston Terrien en date du 6 février. Gaston, le Canadien est encore dans le mix. Le problème, c'est qu'on Oui. ne sait pas exactement quel mix. On est dans le mix pour les séries, mais si on regarde derrière, là, on n'est pas très loin du dernier rang dans l'Est également. Quelle est la véritable identité du Canadien au 6 février? Ben moi, je regarde la situation. Si je suis dans la peau de Martin Saint-Louis, c'est sûr que derrière, ça pousse, même un peu devant. C'est très serré. Mais je continue à croire que le Canadien peut causer des surprises, battre des grosses équipes. Écoutez, le Canadien a subi beaucoup de pression là, depuis un peu avant Noël, là, lorsqu'ils ont parti sur une série de victoires. Dans le moment, ben, il y a de la fatigue accumulée mentale, physique. Heinemann est blessé. Goulet, on sait, peut-être perdu pour l'année, mais de toute façon, il ne jouera pas les prochains matchs. C'est certain que pour Martin Saint-Louis, ça devient un problème, un casse-tête. Mais il ne faut pas oublier qu'Owen Beck a pas mal joué. Et en plus, Logan Mailloux, hier, a marqué un but. Donc, c'est quelque chose de rassurant pour l'entraîneur. Gaston, on est à peu près à un mois de la date butoir des transactions et je peux te dire, Ouais. j'espère pour les gens à la maison que la date butoir de la Ligue nationale de hockey va être aussi folle que celle de la NBA. Je sais pas si tu as remarqué, là, Gaston, je Oui. dors plus. J'ai des scènes en dessous des yeux, je dors plus. Il y a des transactions qui sortent à minuit le soir. C'est vraiment très, très divertissant. Mais parlons du Mais, Canadien de Montréal et de sa oui, situation, donc à un mois de la date butoir oui. des transactions. Il y a quelques joueurs autonomes, quelques attaquants qui vont tomber joueurs autonomes sans compensation. Là-dedans, il y a Armia, Evans, Dvorak. On a vu le bon travail du duo Evans-Armia et on le voit depuis le début de la saison en désavantage numérique. Ils font du bon travail défensivement aussi. Là, tu te dis, est-ce qu'on échange un de ces trois gars-là, deux ou trois, pour ensuite, quand tu vas être prêt à gagner, là, tu vas être pogné pour te retrouver un autre joueur défensif, un peu comme quand on a échangé Arthurie Lekonen. Là, tu vas être pris pour aller te chercher un autre gars défensif. Qu'est-ce que tu ferais, toi, Mm-hmm. à la place des dirigeants des Canadiens? Ben, je vais te régler un point tout de suite en partant. Je regardais la Okay? situation là, dans les derniers matchs, puis j'avais vu ça aussi dans les matchs précédents, mais là, ça s'est concrétisé. Moi, je ne séparerais pas Evans d'Armia. C'est-à-dire, OK. je laisse pas aller Armia, puis je garde Evans, ou je laisse pas aller Evans, puis je garde Armia. Je trouve qu'ils ont créé des affinités. C'est un duo très redoutable en infériorité numérique. C'est un duo qui est dangereux. À chaque fois qu'ils sont sur la glace, il peut se passer quelque chose offensivement. Puis on a vu lors, pas du dernier match, mais du match juste avant, comment Armia et Evans ont marqué pour donner la Oui. victoire aux Canadiens en désavantage numérique. Donc, ces deux-là, pour moi, ils ont une importance. Comment on peut les garder à Montréal? Est-ce que c'est l'argent, le nombre d'années? Ça, c'est à Ken Hughes à régler ça. Mais moi, je pense que les deux joueurs, c'est deux joueurs indispensables pour le Canadien de Montréal. Ton troisième joueur, Christian Dvorak, je regarde la situation. Lui, c'est un gaucher. C'est le seul centre gaucher que le Canadien a pour le moment. Suzuki, Dak, Evans, ce sont des droitiers. Maintenant, je regarde Owen Beck. Là, on l'a fait jouer Ben, deux c'est ça. matchs, on Ouais. l'a fait jouer comme ailier, Alex. Moi, je suis pas tellement d'accord. J'aimerais mieux qu'on pousse Dvorak à gauche, puis lui dire, écoute, lorsqu'il y a des mises en jeu importantes en zone défensive, ou même en zone offensive, tu peux les prendre, tu peux parler avec Owen Beck, il est très jeune. Mais lui, c'est un vétéran, il est plus mature, il est plus apte à s'adapter à gauche qu'un gars comme Owen Beck qui est très bon sur 200 pieds. On le sait, Martin Saint-Louis a dit qu'il y a de grandes qualités sur 200 pieds sur la patinoire. Donc, pour ma part, Owen Beck pourrait un jour ou l'autre pousser Dvorak. Mais pour le moment, je garderai Dvorak du côté gauche. Donc, encore, tu garderais Dvorak d'ici la fin de la saison ou tu penses qu'Owen Beck serait prêt peut-être à prendre la place de Dvorak dès la saison prochaine? Ben, tu l'as dit tout à l'heure, il reste un mois. Je veux me poser des questions, mais je veux trouver les réponses. Est-ce que Owen Beck pourrait finir la saison un peu comme Dvorak, très bon défensivement, les mises en jeu? J'en doute. C'est un jeune, il arrive de Laval, il connaît une grosse saison à Laval, puis dans le moment, il Ouais. joue bien avec le Canadien. Mais je le garde aussi longtemps où j'ai pas les réponses. Quand je trouve la réponse, si je me dis oui, je peux me passer de Christian Dvorak, ben là, je garde Owen Beck pour le restant de la saison, puis je le fais jouer au centre. OK. Mais dans le moment, c'est certain qu'il y a des questionnements. Mais Dvorak, c'est pas un joueur indispensable. C'est un joueur qui peut gagner des mises en jeu, c'est un joueur qui peut t'emmener une certaine fiabilité en défensive, mais c'est pas un gars qui peut être productif. Donc, pour lui, c'est peut-être lui le plus dangereux des trois de se départir. Mais moi, Evans et Armia, dans le moment, là, le questionnement que j'ai, c'est est-ce que je les garde? Puis la réponse est plus oui que non. Tu parlais du match contre les Sharks, du brio justement du duo Armia-Evans, mais aussi on a eu droit à la première confrontation dans la Ligue nationale de hockey entre Macklin Celebrini et Lane Hudson, deux anciens coéquipiers à Boston University, deux favoris pour l'obtention du trophée Calder. Gaston, j'ai hâte de voir si le défenseur
offensif en toi va parler. Tu sais, souvent, on dit que c'est plus difficile pour un défenseur de bien faire en arrivant dans la Ligue nationale de hockey. C'est une position qui est difficile à apprendre. Mais d'un autre côté, tu as un Macklin Celebrini, 18 ans seulement. Question piège, Gaston. Si tu avais à remettre le Calder là, maintenant, le 6 février, tu te donnes à Hudson ou à Celebrini? Je créerais un précédent. Je le donnerais aux deux. Je t'explique pourquoi. Oui, aux deux. Pourquoi? Parce que Lane Hudson, dans le moment, il est arrivé avec la bonne équipe au bon moment. On avait besoin d'un joueur spectaculaire. Il est spectaculaire. On avait un joueur capable d'amener de l'offensive. Il amène beaucoup d'offensive avec ses passes puis son génie sur la glace. Mais Celebrini, je le connaissais pas beaucoup et je l'ai vu jouer contre le Canadien. C'est un joueur tout étoile. Là, je me suis mis à rêver. Imagine-toi donc si on avait été capable d'avoir les deux coéquipiers dans la même équipe au même moment. Un qui a 18 ans s'en va sur 19, l'autre qui a 20 s'en va sur 21. Demidov qui s'en vient, Slavkovski. On ne serait pas en voiture, on serait en Cadillac, pas à peu près. Mais là, si tu me demandes ma réponse, j'y vais avec l'attaquant, même si je suis un défenseur à caractère offensif, parce qu'il y a une petite lacune qui me chicote du côté de Lane Hudson, c'est ses nombres de buts. Je sais que c'est un gars intelligent, je sais qu'il est rapide, je sais qu'il fait plein de bonnes choses, mais regarde Cale Makar, regarde Quinn Hughes, ce sont des défenseurs qui sont capables aussi, à l'occasion, de marquer des buts. Mais dans le moment, est-ce que je ferais une transaction? Non, parce que Lane Hudson m'en donne beaucoup. Mais comme Trophée Calder, il n'est pas entouré à San Jose comme du côté de Hudson est entouré avec Matheson, Savard. Il y a des bons joueurs. En tout cas, tu m'as demandé de choisir, j'ai choisi. Demain matin, demande-moi là, peut-être ça va être Hudson. En fait, Gaston, je pense que tu n'as pas vraiment choisi. Tu m'as dit que tu prends les deux. C'est pas vraiment un choix, mais c'est correct. Oui. Je suis d'accord avec toi que les deux sont très bons. Oui, exactement. Gaston, on n'aime pas ça être... Non, exactement, tu as raison. Imagine quand les deux jouaient à Boston University, dans la NCAA, à quel point, là, écoute, tu as deux joueurs absolument phénoménaux qui jouent ensemble. C'est pas pour rien. Ils ont eu toute une saison l'an passé avec BU. Gaston, je te pose la question comme ça. Qu'est-ce qui se passe avec Patrik Laine? On dirait que la manette de PlayStation là, a déconnecté soudainement. Aucun but à ses 8 derniers matchs. Aucun point à ses 6 derniers. Puis contre les Kings, il a joué 11 minutes. Son temps de jeu diminue. Ouais. Est-ce que c'est une anomalie? Est-ce que c'est parce qu'il a commencé la saison en retard? Ou c'est ça, Patrik Laine? Il y a des fois que ça va aller bien, des fois ça va aller moins bien. Ça dépend de la séquence. Je voudrais répondre à ta question, mais j'ai un appel téléphonique. On passera à l'autre question. Non, je vais y répondre parce que tu as raison. T'as raison, Alex. Moi, je t'inquiète un petit peu de Laine. Tu sais, à Montréal, je vais te donner un exemple. Brendan Gallagher n'est pas critiqué. Il n'a pas souvent été critiqué. Pourquoi? Parce qu'il met tout son cœur sur la glace. C'est toujours à 110%. C'est toujours le maximum. C'est un bon leader. C'est un bon vétéran. Il n'a pas le talent d'un Suzuki ou Caulfield, mais il a réussi à trouver la façon de marquer des buts. Puis il y a des années, il y en a eu 30. Dans le cas de Patrik Laine, 6 pieds 5, 220 livres, je pense que l'entraîneur, ses coéquipiers, les gens, ce qu'ils aimeraient voir, c'est un gars un peu plus intense le long des bandes, dans les coins de patinoire, devant le filet. Je dis pas qu'il faut laisser tomber les gants, je dis juste mettre un peu plus de caractère, d'intensité, gagner des bagarres. Et quand tu regardes ça, l'aîné à droite qui fait 6 pieds 5, au centre de Kirby Dach, ben là, il n'est plus là, mais il était là pour un bon moment, 6 pieds 4. C'est des gars physiquement imposants. Puis là, on parle d'eux autres, mais c'est pas pour les bonnes choses, des bonnes raisons. Pourquoi? Parce qu'offensivement, ils nous en donnent pas assez, exception faite du début de l'année avec ses buts en avantage numérique, mais dernièrement, ça n'a pas fonctionné. Mais défensivement non plus, beaucoup de revirements. On n'est pas capable de sortir la rondelle de la zone. On prend pas notre homme. On donne pas un deuxième effort. C'est ça que les gens reprochent à Patrik Laine. Parce qu'il a le talent pour réussir. Maintenant, ça prend du talent, de la volonté et du travail. C'est à lui à répondre à cette question-là, puis à démontrer aux gens qu'il est capable de le faire. Parce que c'est dommage quand même. Si tu regardes ses statistiques, 12 buts, 6 passes, 18 points cette saison en 26 matchs. Quand même pas une mauvaise saison au chapitre des points. Non. Mais un match de hockey, justement, c'est pas juste des points, je comprends. Mais est-ce que tu sens que la confrontation des 4 nations, peut-être, va être le tournoi parfait, va représenter son pays, justement pour retrouver son rythme un petit peu? Oui, moi, je pense que ça va l'aider.
Pourquoi? Parce que moi, j'ai été en Europe, comme tu sais, 11 ans. Ouais. T'es dépaysé quand tu arrives dans une autre équipe. C'est pas la même mentalité. Il y a une façon de vivre à l'extérieur de la glace. Il y a une façon de procéder sur la glace dans le vestiaire. Tu peux pas entrer puis leur dire, écoutez, je suis Patrick Lainé, je vais vous montrer comment faire, comment on agit. Ça fonctionne pas comme ça. Donc, j'espère que ça va l'aider. Il va rencontrer des gens de son pays. Il va parler sa langue. Il va être heureux. Il va avoir Armia qui va être là aussi dans ce tournoi-là. Donc, quand je regarde la situation, j'ose espérer que cet arrêt-là, puis ce tournoi-là, qui est un gros tournoi d'envergure, va l'aider à comprendre, encore une fois, parce que ça fait quand même 7-8 ans qu'il est en Amérique du Nord pour jouer, qu'il faut absolument qu'il se fie sur son talent, sur son physique, mais qu'il soit capable de fournir un effort et un deuxième effort. Gaston, on passe des mauvaises nouvelles aux bonnes nouvelles, si tu le veux bien. Ivan Demidov, qui continue vraiment à bien faire dans la KHL. 13 buts à ses 17 derniers matchs. Ça lui donne 43 points à 51. En 51 matchs, puis même si la saison n'est pas encore terminée, c'est le joueur de moins de 20 ans qui a amassé le plus grand nombre de points dans l'histoire de la KHL. Devant Kaprizov, Mishkov, Kuznetsov. Et j'ai l'impression qu'il y a peut-être deux types de personnes. Il y a ceux qui sont sur les breaks un peu, ceux qui ont peur de se faire mal et de s'enflammer avec Demidov. Il n'a pas encore joué un match dans la Ligue nationale de hockey. Il y en a d'autres qui sont all-in, qui se disent « Ça, c'est une superstar qui s'amène dès l'an prochain à Montréal. » Je te pose la question. L'an prochain à Montréal, jour 1, tu le vois où? Sur quel trio? Ben, moi, je pense que, premièrement, tous les grands joueurs de hockey, là, les McDavid, Crosby, Lemieux, Nolan, Nathan McKinnon, ont eu beaucoup de publicité, soit dans les rangs collégiaux, soit dans les rangs juniors, Kel McCart, Kunkyu. On les a beaucoup vantés, on a mis énormément de pression, mais ils ont été capables de répondre à cette pression-là en étant des dominants, des joueurs concessions. Moi, je regarde du côté du Canadien. C'est sûr que l'an prochain, il faut qu'il joue ses deux premiers trios. C'est un joueur à caractère offensif, physiquement imposant. Il a de très grandes qualités. C'est un joueur qui va faire des erreurs, oui, mais regardez Lane Hutson. On pensait qu'il commençait pour commencer l'année avec le Rocket de Laval, puis dans la Ligue nationale, puis il est dominant. Donc, ces joueurs-là sont capables de s'adapter rapidement. Lui, c'est certain qu'il va avoir une période d'adaptation. C'est un Européen aussi, mais il va voir que Slavkovski est là. Il va voir que certainement, on espère qu'Armia va être là. Puis on espère que Lainé va être là pour l'aider aussi à s'adapter puis à lui dire, écoute, voici comment ça fonctionne ici. Puis tu n'as pas à craindre de rien. Le Canadien, c'est une grande organisation. Mais je vois un joueur spectaculaire. Je vois un joueur qui va en donner beaucoup aux partisans. Ça va être excitant l'an prochain de voir ces jeunes-là. Est-ce qu'ils vont permettre aux Canadiens d'être dans le mix ou dans les séries? Je pense qu'ils vont avoir besoin de bons vétérans à côté. Mais je suis persuadé que le public va être content d'avoir un défenseur spectaculaire, un autre attaquant qui arrive spectaculaire, puis que Slavkovski va en donner beaucoup plus parce qu'on sait qu'il est capable d'en donner plus. Donc, c'est quelque chose qui est prometteur, puis c'est quelque chose que les gens ont hâte de voir et de découvrir. Gaston, j'aime autant m'emballer en pensant à Ivan Demidov que de me dire quel attaquant va s'en venir un jour du Canadien. On n'a rien, on n'a pas de bons jeunes, on en a un, et j'ai hâte de le voir en Amérique du Nord, dans l'uniforme des Canadiens de Montréal. Gaston, on se retrouve la semaine prochaine pour le début de la confrontation des 4 nations. Un grand plaisir, Alex. Salut.